La rencontre de Nixon et de Mao Tse-tung à Pékin en 1972 est le grand tournant de la guerre froide. C'est aussi le plus surprenant de tous. L'Amérique de Nixon a depuis 1968 entamé son grand virage à droite. Elle poursuit encore, même si le cœur n'y est déjà plus, une certaine résistance à la victoire des communistes au Vietnam. De son côté, la Chine de Mao atténue quelques outrances de la révolution culturelle, mais il faudra encore 4 longues années de batailles intérieures pour qu'il y soit mis, avec la mort du grand timonier, un point final. Bref, les deux mondes qui vont à la rencontre l'un de l'autre, avec une apparente chaleur, semblent encore à des années-lumière de distance idéologique, humaine, matérielle. Pourtant, la véritable alliance de fait qui se noue à ce moment-là tiendra pratiquement jusqu'à l'effondrement de l'Empire soviétique en 1989 et aux affrontements de Tiananmen. Comment une telle modification du rapport des forces mondiales a-t-elle été possible ? Il faut tout d'abord, pour la comprendre, envisager la nouvelle donne qui s'est instaurée en Asie dès 1960. Quel est le nouveau rapport de force en Asie ? Si la guerre froide s'est déclenchée en 1947-48 pour le contrôle de l'Europe, entre Américains et Soviétiques, c'est paradoxalement en Asie où se sont concentrés depuis lors les moments chauds et sanglants de l'affrontement. Ainsi, les États-Unis ont-ils fini, après 1950, par faire de la nouvelle Chine communiste leur ennemi principal, en accordant aux nationalistes du Kuomintang et à leur chef, le maréchal Chiang Kai-shek, replié dans l'île de Taïwan, le monopole de la représentation légitime de la Chine et en armant de la Corée du Sud à la Thaïlande une série de points d'appui. Tant que Pékin demeure l'allié apparemment fidèle de Moscou, l'Amérique ne dispose guère de grands atouts, et son attitude demeure dans l'ensemble prudente. Mais dès les années 60-61, la rupture entre les deux puissances communistes est consommée. Mao juge que les dirigeants soviétiques refusent de se battre à l'échelle mondiale et que la société qu'il favorise tourne le dos à l'héritage révolutionnaire de Staline. Un coin est enfoncé. Dès lors, une nouvelle ère va s'ouvrir pour les États-Unis. Dès 1962, le Pentagone et la CIA tentent d'installer un verrou à la progression communiste au Laos. Surtout malgré les hésitations croissantes de Kennedy, l'engagement d'abord indirect s'accroît au Vietnam. En août 1964, avec l'incident du golfe du Tonkin, où des navires américains sont prétendument attaqués par les Nord-Vietnamiens, il se transforme peu à peu en participation directe au combat. En 1965, c'est le basculement apparent vers le triomphe de l'Amérique. Tour à tour, les militaires indonésiens renversent le régime du président Sukarno, allié de Pékin, et massacrent des centaines de milliers de Chinois et de communistes. L'armée américaine s'installe pour de bon au Vietnam, tandis que commencent les bombardements aériens du Nord. En cette même année charnière qu'est 1965, à Pékin, Mao déclenche contre l'appareil du parti une révolution culturelle qui paralyse toute capacité de riposte de la Chine. Ainsi, le président nord-vietnamien Ho Chi Minh est-il impuissant jusqu'à sa mort en 1970 à obtenir une coordination quelconque des aides militaires de Pékin et de Moscou. Pourtant, le triomphe américain sera de brève durée, car le Vietnam résiste et inflige défaite symbolique sur défaite symbolique à une armée de contingents américaine mal adaptée à la conduite d'une telle guerre, chaque jour plus impopulaire sur les campus et dans l'opinion. Richard Nixon, élu en 1968 sur un programme ambigu, dont on ne sait s'il consiste à arrêter la guerre ou à la gagner, tout en retirant à terme le contingent américain, cherche d'abord à négocier en position de force. Il ira pour cela jusqu'à anéantir le Cambodge neutraliste du prince Sihanouk, en pure perte. L'Amérique est épuisée après ce dernier coup de dé. La Chine, au bout de 5 ans de révolution culturelle, ne vaut guère mieux. Et c'est une Union soviétique apparemment intacte et surpuissante sur le plan militaire qui commence à rôder dans les parages. Mais la convergence des difficultés à Pékin comme à Washington ne peut suffire à rapprocher les deux empires aux idéologies alors totalement antagonistes. Une Chine révolutionnaire qui reprochait aux soviétiques de faire sans cesse des concessions sans principe à l'ennemi impérialiste, pouvait-elle dépasser Brejnev sur sa droite ? Comment la position chinoise évolue-t-elle ? En 1969, la Chine est encore loin de toute idée de rapprochement avec les États-Unis. Même les graves incidents armés qui se sont déroulés pendant l'été sur sa frontière nord avec l'Union soviétique ne débouchent pas tout de suite sur une détente avec l'Occident. Le maréchal Lin Piao, qui est le numéro 2 du régime, en tirerait plutôt la leçon inverse, à savoir que la Chine devrait rechercher une certaine détente avec Moscou pour éviter de nouvelles déconvenues. Mais à l'intérieur du cercle dirigeant chinois, le grand rival de Lin Piao, Zhou Enlai,
Premier ministre d'un gouvernement devenu fantôme, mis entre parenthèses par la révolution culturelle, propose un autre choix. Celui de provoquer un véritable réchauffement avec les États-Unis pour contrer Moscou et gagner un répit stratégique et politique pour une Chine blessée. Chou En-lai est parvenu à ce moment-là à la dernière phase de sa vie. Intellectuel distingué et acteur né, Chou En-lai, pendant toute sa carrière politique, s'est effacé volontairement devant un Mao plus fruste, moins subtil, mais dont la force vitale, parfois la cruauté, ont longtemps exercé sur lui une authentique fascination. Mais tout le monde sait à Pékin qu'il n'éprouve que dégoût pour les outrances de la révolution culturelle. Et Mao lui-même ignore à quel point le charme est rompu. Cette fois-ci, Zhou Enlai ira jusqu'au bout de la bataille, afin non seulement de renverser les alliances extérieures de la Chine, mais aussi, par là même, d'arrêter net l'anarchie maoïste. Lin Piao, à sa manière, est bien d'accord pour en finir avec la révolution culturelle. Mais lui cherche à Moscou ce que son rival trouvera plus vite à Washington. Or, tout comme les Vietnamiens soutiennent Lin Piao, Chou En-lai peut s'appuyer sur un autre allié de la Chine, le Pakistan, qui entretient, lui, d'excellentes relations avec les États-Unis depuis les années 50. Parvenu au pouvoir en 1971, le chef de la gauche pakistanaise, Zulfikar Ali Bhutto, va d'ailleurs s'employer à rapprocher la Chine et les États-Unis, ces deux protecteurs, face à l'alliance de l'Inde et de l'Union soviétique. Bhutto et Chou En-lai, l'Amérique comprendra-t-elle ces deux hommes à temps? Nixon, depuis son élection à la Chambre en 1946, a toujours combattu le communisme avec la plus extrême détermination sous toutes les latitudes. Mais l'homme, volontiers secret et avare d'explications, est aussi fasciné par l'idée d'une alliance de revers et convaincu que l'Amérique doit sortir au plus vite de la guerre du Vietnam. Il va, dès 1968-69, trouver en Henry Kissinger un formidable partenaire pour donner corps à ce qui demeure chez lui à ce moment-là pure intuition. Kissinger est alors encore secrétaire du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche, ce qui en fait le numéro 2 de la diplomatie américaine, derrière le secrétaire d'État William Rogers. Et dans les faits, c'est lui qui très vite, partout, va diriger la manœuvre. Juif allemand venu aux États-Unis à l'âge de 13 ans, affublé d'un accent germanique savoureux, c'est un intellectuel européen de génie, greffé de façon toujours précaire sur le système du pouvoir américain, impatienté par la lenteur avec laquelle sa compétence a été utilisée. D'abord homme de centre-gauche, mais mal vu des Kennedy, il veut changer la direction de la politique américaine et il est prêt à en payer le prix. Son idée maîtresse est simple. Contrairement aux idéologues de l'armée et de la CIA, qui pensent que les communistes de Moscou et de Pékin finiront bien par s'entendre, Kissinger croit en Européens, aux nations et à leur histoire. Russes et Chinois peuvent à tout moment se faire la guerre pour de bon, parce que leurs intérêts de puissance les opposent. En s'immisçant dans cette crise, et en faisant en sorte que les États-Unis arbitrent ce conflit en défendant le plus faible, la Chine, Kissinger a trouvé la solution pour compenser et au-delà l'inévitable défaite qui se profile au Vietnam. De tout cela, il convainc rapidement Nixon, laissant ses adversaires militaires s'enferrer dans le piège cambodgien pour mieux faire la preuve de l'ineptie de leur conception. Comment concrètement se noue le rapprochement? Le rapprochement est le résultat de la mise en phase des efforts de ces deux hommes, Chou En-lai et Kissinger. Sans doute à ce moment-là, les deux meilleurs acteurs politiques de la planète, qui, tels Bismarck et Disraeli à Berlin un siècle plus tôt, s'emploient à résoudre les problèmes internationaux avec le sentiment permanent de la précarité de leur emprise. À tout moment, ils sont d'ailleurs épiés par des adversaires qui cherchent à les empêcher de parvenir à leur but. Militaires américains qui espionnent Kissinger à son insu, maoïstes chinois qui, déstabilisés par la chute de Lin Piao, doivent subir la contre-offensive de Chou En-lai. Mais la dynamique est enclenchée et elle a pour elle d'abord la logique de deux échecs simultanés, la guerre du Vietnam et la révolution culturelle, ensuite celle d'une menace incontestable, la menace soviétique. Après le premier voyage secret de Kissinger à Pékin via le Pakistan, au moment même où tombe Lin Piao, en juillet 1971, après la diplomatie du ping-pong, après la restitution à Pékin de son siège à l'ONU, avec l'assentiment de Washington, en octobre 1971, l'impensable se produit. Mao accueille Nixon sur son territoire pendant une semaine décisive, du 21 au 28 février 1972. Au terme du périple, un communiqué signé à Shanghai autorise Washington à continuer à assurer la défense de Taïwan,
tout en reconnaissant désormais le principe d'une seule Chine, mais cette fois-ci au bénéfice de Pékin. Ni Zhou Enlai ni Kissinger ne peuvent ni ne veulent aller au-delà. Les relations diplomatiques ne seront établies que très progressivement. De puissantes forces intérieures contesteront la nouvelle logique. À Washington, le scandale Watergate en 1974 fera chuter Nixon. Il ébranlera grandement Kissinger. À Pékin, Zhou Enlai, qui se meurt du cancer, luttera jusqu'à l'épuisement de ses forces en 1975 contre les entreprises des maoïstes fanatiques, regroupés autour de l'épouse du président, Chiang Ching, et de 3 autres dirigeants intitulés pour cette raison la bande des 4 par la rumeur publique. On constatera alors que Zhou Enlai décédé et Kissinger écarté avaient jeté les bases d'une coopération qui aura résisté à toutes les tempêtes. L'Amérique et la Chine sont désormais amis, le plus souvent alliés, jamais au bord de la guerre. L'isolement de l'Union soviétique est ainsi consommé dès la fin des années 70, ce qui pèsera lourd dans la partie décisive qui se joue alors, la fin de la guerre froide en Europe. L'avenir du monde, par là même, aura sans doute été préservé, et très au-delà de l'an 2000.